Je vais commencer à présenter un petit peu ce webinaire avec des intervenants et des intervenantes de qualité. Mais en attendant l'arrivée de certains ou certaines qui ont certainement des mises à jour qui sont en train de se faire par rapport à Zoom, je vais me permettre de prendre la parole et présenter ce webinaire-là. Donc, pour commencer, en fait, je voulais vous proposer qu'on fasse tous un petit tour de table, vu qu'on a quand même pas mal de personnes. Donc, ce tour de table-là devra se faire assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'on a peu de temps, mine de rien, pour présenter tout le monde. Donc, je vous propose de vous donner la parole au fur et à mesure, donc avec votre nom, votre prénom et votre structure seulement. Comme ça, on pourra identifier quel type de structure est présent aujourd'hui. Donc, Cyril, je vous laisse la parole. C'est figé. Bonjour, je suis arrivée, Charlotte. Ah, bon, bah, parfait. Merci, Lucie. Est-ce que Foot de Bonheur peut se présenter, du coup? Bonsoir à tous. Patrick Duchesne, Association Foot de Bonheur dans l'Est de la France. Voilà. Evelyne, je vous laisse vous présenter. Alors, Evelyne Siriégi, présidente du comité olympique régional d'Île-de-France et membre du conseil d'administration du CNESF. Parfait, merci. Philippe Sénard. Bonjour tout le monde. Action de transition. Cyril Capeletto, du coup. Oui, il prendra la parole après s'il n'entend pas. Michael Gallet. Ah, on ne vous entend pas. Micro. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Donc, Michael Gallet, vice-président du comité départemental olympique et sportif des Bouches-du-Rhône, délégué sur le pôle éducation et citoyenneté. Merci. Alors, Patricia Fontanilas ou Fontanilla? Bonjour, Fontanilas. Bonjour, je suis conseillère technique nationale à la Fédération française des clubs omnisports. Voilà, depuis le mois de septembre. Voilà, Enchantée, félicitations. enchantée. Oh, merci. Merci. Gabi? Micro. Oui, vous m'entendez bien? Super. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Gabi Pays et je représente l'ANESTAP ce soir. Au top. Julien Dubois. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Julien Dubois, directeur de l'association Parcours 59, située à Roubaix, dans le nord de la France. Julie Buat. Bonjour, je suis donc chargée de développement de la performance sociale à la Fédération française de tennis de table. Merci. Monsieur Durand. Alors, Xavier Durand, je suis coordinateur d'un club omnisport sur Laval et membre d'une commission nationale sur la littératie physique. Nadine. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Nadine Sadoudi, je suis directrice pédagogique du parcours Passe décisif pour l'association Sport dans la ville. Top, merci. Là, j'ai GEOOC, donc certainement une question d'Occitanie. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Je suis donc le groupement d'employeurs Occitanie de Handball, donc je les représente et je suis chargée de projet inclusion par le sport. Très bien. Merci. Bastien Leray. Bonjour tout le monde, Bastien Leray. Je travaille à la Ligue du sport adapté Occitanie, en charge de la maison sport santé handicap. Top, top. Alors, je continue de voir. Linda Bredou. Oui, bonjour. Je suis Linda Bredou, conseillère en insertion à la mission locale de Vannes. D'accord. Marion, ça vient de bouger. Boitard. Oui, bonsoir. Marion Boistard, directrice de la Ligue Sport Adapté Occitanie. Éric Saint-Martin. Oui, bonsoir. Éric Saint-Martin, directeur du Stade Montois, club omnisport à Mont-de-Marsan dans les Landes. Florian de Sport et Citoyenneté.
Bonsoir à tous, Florian Guin de Sport et Citoyenneté, responsable com. Top. Qui on n'a pas fait? Nicolas Adon, mais j'ai cru voir qu'il avait envoyé un message. Alors, Oui, il a envoyé un message pour dire qu'il était dans les transports et qu'il ne pouvait pas intervenir oralement. d'accord, bon, bah, vous pouvez voir son message du coup dans la conversation. Hmm. Il nous manque. Je crois qu'on a fait à peu près tout le monde ou il manque des personnes, à part les intervenants et intervenantes, bien sûr. J'ai oublié personne, donc parfait. Donc, bah, je vais. Les intervenants et intervenantes vont se présenter après. Donc, je vais laisser Alexis se présenter et après, je prends la main. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence durant ce webinaire. Donc moi, c'est Alexis Vensic. Je suis chargé animation de réseau et de communication à la NPSS. Je suis notamment en charge de l'organisation d'événements, dont les webinaires. Voilà pour moi. Au top. Donc, merci Alexis. Donc, moi, Charlotte Bronner, je suis coordinatrice des programmes à la NPSS. Et donc, aujourd'hui, le webinaire se portera sur la question de la remobilisation et l'insertion professionnelle et sociale des personnes éloignées de la pratique et avec un focus sur la littératie physique. Donc, on verra avec, pour ce sujet, plusieurs intervenants et intervenantes, dont la FFCO avec Lucille qui commencera. Et après, on ira sur le TUC et l'école tremplin du sport, comme vous avez pu le voir dans l'invitation. Juste un petit rappel, c'est que les webinaires à la NPSS, donc on est en charge de l'animation de réseau des territoires. On accompagne les structures à monter en compétences sur les questions de sociosport, sur la performance sociale du sport et la mise en place de projets de ce type. Et bah, en fait, on est une tête de réseau aussi et on porte la voix des acteurs qui font sur les terrains, sur les territoires, sur le terrain, mais aussi des fédérations et de différents types de structures, que ce soit les collectivités, les fédérations, les associations et les entreprises. Donc, qui utilisent en fait le sport comme outil de transformation sociale et sociétale. Donc, juste pour un petit rappel, ce webinaire-là est accessible à tout le monde. Par la suite, il y aura des webinaires qui ne seront qu'accessibles à nos adhérents et aux structures. Par exemple, si là on parle de la FFCO, aux structures qui sont affiliées à la FFCO, si la FFCO est adhérente chez nous. Donc voilà pour information. Donc n'hésitez pas à vous adhérer à la NPSS si ce type de webinaire ou autre projet de la NPSS vous intéresse pour 2025. On vous enverra toutes les informations si vous le souhaitez. Donc voilà, merci à tous et à toutes et on va vous lancer sur le webinaire avec Lucille qui est ici présente. Oui, bonsoir tout le monde. Donc Lucille Lacoste, chargée de projet à la Fédération française des clubs omnisports, sur tout ce qui est question performance sociale et environnementale. Alors je suis désolée, moi j'ai un impératif, ce qui fait que voilà, vers 30, je devrais partir, mais si jamais il y a des questions sur ma présentation, bah, je laisserai Charlotte, Alexis les noter peut-être, et éventuellement il y aura aussi bah, Patricia Fontanias qui pourra peut-être répondre à certaines dans la foulée là, de ma présentation. Du coup, Charlotte, est-ce que tu veux que je partage? Non, on va le faire. Alexis va partager donc Oui. le document. Vous voyez tous bien la présentation? C'est bon. Oui. Donc, quelques petits mots introductifs sur ce qu'est la Fédération française des clubs omnisports. Donc, rapidement, la Fédé, c'est bah, représenter et défendre l'omnisport au niveau local. C'est aider aussi bah, les dirigeants, les accompagner dans tout ce qui va être la gestion associative. Et puis, nous, on aime bien aussi cette notion de réseau de partage entre les clubs omnisports qui se réunissent régulièrement et qui échangent régulièrement sur différentes thématiques. Donc Alexis, tu peux passer. Voilà, donc là, ça fait un moment que nous, on a intégré dans notre projet la notion de responsabilité sociétale des organisations, mais qu'on a vraiment formalisé
sur l'Olympiade là, qui se termine, donc autour de 6 grandes thématiques qui sont l'enfance, la santé, la performance sociale, dont je fais partie, la féminisation, l'environnement, dont je fais partie aussi, et le développement économique. Donc, pour entrer dans le vif du sujet de la littératie. Donc, la littératie physique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que l'intitulé peut vous faire peur. Mais donc, pour reprendre la définition exacte telle qu'elle a été écrite donc en 2014, donc la littératie physique, c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc là, ça peut peut-être paraître un peu barbare, mais le schéma représente bien ce qu'est la littératie. Donc j'acquiers des compétences physiques, ce qui fait que j'ai une meilleure confiance en moi, meilleur bien-être, etc. Donc je suis plus motivée. Je me sens valorisée et donc je suis incitée, ça m'incite à faire encore plus d'activités physiques. Tu peux passer à la suivante. Voilà, de manière un peu plus vulgarisée, la littératie physique, ça concerne tout le monde, quel que soit son âge, ses capacités ou ses objectifs. L'idée, c'est de chercher à développer son propre potentiel. Donc, c'est pas, voilà, c'est vrai que c'est à l'opposé de l'esprit peut-être compétitif, bien que on peut aussi le retrouver, on peut s'en servir dans la compétition, mais voilà, l'idée c'est de pas se comparer aux autres, mais vraiment de voir par rapport à nous ce qu'on veut se fixer comme objectif et voilà, voir notre progression, nous en tant que personne holistique. Je regarde si j'ai des choses à vous dire sur cette slide. Tac, tac, non, c'est bon. Donc, sur aussi ce que ça inclut dans son ensemble, la littératie, ça inclut pas que le physique, pour le coup, ça inclut également l'engagement émotionnel, mental, comment je me comporte, comment je pense, ma participation aussi. Et donc l'idée, c'est prendre du plaisir à bouger, avoir confiance en soi pour se déplacer librement, savoir comment bouger et pourquoi nous devrions bouger. Du coup, d'être créatif dans les activités physiques, donc ceux qui font, voilà, d'où l'intérêt, les éducateurs sportifs, quelle que soit la discipline, c'est aussi d'être créatif dans les activités physiques qu'ils proposent. Voilà, et cheminement unique et personnel tout au long de la vie. Il fait aussi que c'est un modèle pédagogique qui peut bien enfin, qui peut tout à fait correspondre à l'inclusion des publics à besoins particuliers. Comme on est sur un apprentissage de compétences, de performances motrices et non de performances sportives. Donc c'est pour ça que la littératie, nous, on s'en sert aussi pour aller vers des publics, comme on le verra après, de personnes incarcérées, etc. Donc, pour schématiser tout ça, tu peux passer voilà, à la diapo. Ah non, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, j'étais pas dessus. Voilà, ça permet de schématiser chaque habilité motrice, donc à chaque fois, chaque sport ou chaque habilité motrice, voilà ce que ça permet d'obtenir, le côté maîtrise du corps, locomotrice ou l'habileté de manipulation. C'est vrai qu'on voit des enfants parce que ça a été de base pas mal lié enfin, pensé et construit autour de l'enfant pour justement éviter ce qui va être la spécialisation des enfants dans une activité physique sportive trop tôt. Voilà. Donc, tu peux passer. Donc là, pour rentrer dans le vif du sujet de l'insertion sociale et de l'inclusion, c'est sûr que nous, l'omnisport, on le voit plutôt comme une opportunité de découvrir, d'explorer, parce que un club omnisport, ça permet d'être sur différentes activités physiques et sportives. Donc derrière, c'est d'avoir un certain nombre de publics diversifiés. Donc ça apprend aussi la tolérance, le respect des autres,
tout ce qui va être les compétences transversales, les relations interpersonnelles et aussi l'idée d'être sur un engagement à long terme. Je peux peut-être préciser sur cette diapo, tac. Euh, Pardon, je me mets dessus. Euh, Ouais, nous, on a vraiment ce côté, le sport joue un rôle central dans l'inclusion sociale. Bon, c'est vrai que c'est le cas pour tous, hein, mais il y a vraiment cette notion qui est déjà bien connue et mise en place dans les clubs omnisports, d'être sur du coup des actions transversales et donc d'aller aussi chercher ces publics qui ont des besoins spécifiques, grande précarité sociale, décrocheurs scolaires, etc., et qui vont mettre en place exprès des projets qui puissent répondre à leurs besoins et leurs attentes. Et le sport comme justement un outil de remobilisation pour ensuite aller vers de l'insertion professionnelle notamment. Là, c'est des exemples types donc, de ce que je viens de vous expliquer sur la notion de l'inclusion par le sport. On s'appuie sur des exemples de clubs et nous aussi des actions qu'on peut mettre en place qui ont fonctionné, qui fonctionnent et qui peuvent être du coup déployés à plus grande échelle. Donc l'exemple phare, et s'il est question, il y a Eric du Stade Montois et pourra très bien en parler puisqu'il fait partie des clubs qui mettent en place ce dispositif qui a été lancé par le Stade Bordelais en 2015. Donc on est sur des jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi pour les aider à s'insérer professionnellement via le sport. Mais quand je vous disais l'importance aussi d'être dans, et c'est ce qu'on fait là aussi, d'être dans des échanges, du réseautage, etc., c'est que aujourd'hui, grâce à ce dispositif lancé au Stade Bordelais, bah, il y a le Stade Montois, il y a maintenant l'Île-de-France avec d'autres clubs aussi, et il y a possibilité de le développer sur d'autres territoires encore. La littératie et l'inclusion, ça peut aussi aller, voilà, comme je vous disais, on a une notion de littératie physique auprès des personnes incarcérées, auprès de jeunes sous main de justice, auprès de personnes sans domicile fixe, etc. Enfin, ça peut vraiment comprendre des publics quand même très larges. Et le réseau, c'est bien sûr en interne le réseau Omnisport, mais bien évidemment le réseau aussi des partenaires et des experts du sujet. Donc là, la NPSS typiquement, on a les clubs sportifs engagés, on a le consortium Impact Social par le sport, etc. Donc on s'appuie beaucoup sur ces partenaires-là également. Tu peux passer. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cette notion de littératie physique, comme voilà, on l'a pensé et surtout on l'a démontré dans un livre avec l'appui de témoignages d'acteurs de terrain, responsables associatifs, chercheurs, experts, etc. Voilà, donc si c'est fait, c'est bien fait dans le sens où c'est fait par sujet. Donc l'idée, c'est d'aller piocher aussi en fonction du sujet qu'on veut creuser. Et si vous êtes intéressé, il est possible de le commander à l'achat unique ou à l'achat groupé. Et pareil, vous pourrez vous rapprocher de Charlotte, là, au courant de la visio pour en savoir plus, ou ma collègue Patricia. Et pour terminer, on organise un événement donc, très prochainement, le 28 et 29 novembre prochain. Donc c'est notre salon Sport Asso Co. Donc il n'est pas du tout dédié qu'à notre écosystème omnisport. Bien au contraire, c'est vraiment un salon qui se veut ouvert à tout écosystème sportif. Donc là, qu'on a comme thématique oser le club autrement et aussi bah, le projet associatif. Là, dans cette phase aussi de fin de JO, de nouvelle Olympiade. Voilà, 28 et 29 novembre prochain au Stade Charletti. Et pareil, voilà, si vous voulez en savoir plus, on vous donnera toutes les informations. J'ai terminé, j'ai encore quelques minutes si jamais il y a des questions auxquelles je peux répondre là directement
si vous Est-ce voulez. qu'il y a la possibilité, juste Patricia, si vous pouvez, ou quelqu'un de la FFCO, mettre le lien du livre? Vas-y, je vais le faire. Je vais le faire, ouais. Merci, comme ça ils auront accès rapidement et nous, on pourra vous le renvoyer suite au compte rendu. Bonne idée. Hop. Est-ce que quelques personnes, quelques-uns, quelques-unes ont des questions à poser à Lucille avant qu'elle parte ou sinon on reprendra par la suite sur la question de la littératie physique? Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est que peut-être que ça vous parlera bien plus de mettre la partie théorique en relation avec la partie pratique. Et donc, on va passer la main au TUC qui va pouvoir se présenter et présenter leur action avec un grand S. Et du coup, merci à tous. Et puis à très vite. Je vous recherche le lien, je le mets et puis je pars directement. Merci, bonne soirée. Merci Lucille, merci pour ton intervention et merci à la FFCO. Bon, bonjour à toutes et à tous. Du coup, Benoît Maury, moi je suis le directeur général du TUC. Donc le TUC, c'est le Toulouse Université Club, avec sa particularité. Donc on rentrera un tout petit peu dans le détail, mais juste pour caler le contexte, c'est le plus gros club de sport d'Occitanie. Ça représente donc 6000 adhérents, 23 sections sportives. Et j'ai une deuxième casquette qui est assez particulière sur cette conférence, étant donné que je suis aussi coprésident de l'école tremplin du sport. Donc j'aurais pu intervenir pour les deux casquettes. Mais l'important, c'est que moi, je vais vous montrer un peu comment on est structuré déjà au sein du TUC et les actions que l'on réalise et pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a eu cet objectif de se tourner vers la littératie physique, étant donné qu'on le fait depuis 2019 en partenariat avec la FFCO, mais pas que. Étant donné que moi, j'ai fait partie d'une commission nationale au niveau du ministère des Sports au moment où la ministre Roxana Maracineanu avait eu le souhait d'entamer une réflexion dans le cadre de l'Olympiade Paris 2024, d'initier la direction nationale des DTN à ce que l'on appelait la littératie physique, et avec une monsieur qui porte chance à toute la France, qui est monsieur André Lachance, qui est un grand pourvoyeur de la littératie physique au Canada, une personne qui, j'en parlerai sûrement après, nous a inspiré même dans notre réflexion sur le fonctionnement au sein du TUC. Et après, je laisserai la parole à la personne qui est juste à côté de moi, du coup, qui est Aude, qui est responsable du pôle sport et loisirs, voilà, qui vous expliquera aussi les actions de terrain que l'on a initiées et qui sont aujourd'hui dans le pipe, comme on pourrait dire. Voilà. Du coup, je vais vous laisser passer la diapo suivante. Du coup, juste pour vous expliquer, donc nous au sein du TUC, donc depuis 2019, première réflexion qu'on a eue en 2019 a été de se poser sur le contexte du modèle économique et financier du sport en Europe. Et à partir de là, on a porté une conférence avec 3 jours d'intervention. Et on s'est dit quel est le volet que le sport et sur quel niveau le sport doit se renouveler, sur quel niveau le sport doit se repositionner ou se positionner, parce que c'est plus facile de diminuer le budget du sport au niveau de l'État que de diminuer le budget de la culture. Néanmoins, en termes de PIB, le sport porte, mais le sport a deux secteurs, un secteur non marchand et un secteur marchand. Sans le secteur non marchand, donc nous, les associations, le sport aurait un peu de mal à vivre. Et le constat a été dit exactement par un des commissaires européens et un des fonctionnaires de Bruxelles, nous disant quand un bateau arrive dans le port, il y a deux solutions. Soit on le voit au moment où il arrive dans le port, soit on le voit très très loin. Et
le concept qui a été porté par le Canada il y a quelques années a été de se dire, ben, nous, on a vu le port et le bateau très très proche de l'arrivée du port. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec 2 médailles aux Jeux Olympiques. Et pour une nation comme le Canada, ben, c'était une catastrophe industrielle et une catastrophe économique. Donc, ça a amené quoi? À relâcher la puissance publique, elle a relâché le sport au privé, elle a relâché à sa structuration et à revoir sa structuration. Donc nous, avant de faire ça, on s'est posé la question avec la présidente et l'ensemble du comité directeur, comment aujourd'hui, nous, club sportif, on devait évoluer. Et ça a amené à créer des pôles de compétences et des pôles d'action. On va retrouver un pôle que nous, on appellera transverse, qui est surtout un pôle administratif, marketing, communication, qui viendra être là pour être le support des sections, pour être le support des outils pédagogiques. Et après, il y a le cœur. Le cœur des réacteurs, nous, il est transmis par 3 grands axes. La partie formation, formation au métier de l'animation par l'intermédiaire des actions sportives, où aujourd'hui on forme à des métiers comme le BAFA, comme le BPGEPS, comme le BAFD, comme tous les formations professionnelles et professionnalisantes, mais qui ont vraiment un sujet de toucher le sport comme un outil, le sport comme une action citoyenne. Hein, quand aujourd'hui on parle d'un BAFA avec tout ce qui est l'éducation populaire qui est extrêmement cloisonné et qui a du mal à faire avancer ces dogmes de 1920, a eu cette vocation et on a cette vocation à ce que le sport apporte cette transformation. Et c'est comme ça qu'on le met en place sur les BAFA, qui est une formation certifiante et qualifiante et non certifiante. Donc c'est quelque chose qui est un premier acte pour rentrer dans la partie de l'activité. Le volet santé et le volet prévention, prévention drogue, alcool, tabac, conduite addictive avec le sport comme un outil, où on travaille donc là encore pareil pendant la période Covid depuis 2020 avec des acteurs tels que l'ARS et la préfecture de Toulouse sur le sport comme un outil à des fins de prévention, avec des podcasts que vous pouvez retrouver sur Spotify et ce qu'on appelle nous Action Prévention Jeune. Les personnes, c'est plus facile d'aller au sport et d'avoir une action de sensibilisation que d'aller faire une action de sensibilisation en direct. C'est le prisme que l'on a pris aujourd'hui qui fonctionne. Donc là, on fait des interventions dans les collèges, dans les lycées, dans les CFA, on touche entre 1500 et 3000 personnes en fonction des manifestations que l'on touche. Et depuis des années, ce pourquoi même en 1200 on a été créé, c'était le volet santé. Santé, aujourd'hui, nous, on a une maison sport santé qui a été créée par des docteurs, où il y a un pool de docteurs qui intervient et qui a une réflexion aujourd'hui de se trouver à un croisement entre ceux qui ont l'habitude de faire du sport et ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est ce qu'on va appeler l'acculturation à l'activité sportive. C'est une des phases de la littératie physique parce que si on n'est pas bien en mouvement, potentiellement, et bien derrière, le corps n'est pas dans un état de pouvoir rentrer dans une conquête et dans un aspect de motivation. Et la maison sport santé, aujourd'hui, elle a vraiment cette vocation à faire le lien entre la partie médicale, la partie maison sport santé et le sport loisir. Le sport loisir aujourd'hui et les activités des sections. Les sections qui font la compétition, on en connaît quelques-unes au niveau national. Hein, on a les Spacers de Toulouse, hein, on a été là à Rio, le club universitaire envoyant le plus de personnes aux Jeux Olympiques. Je peux dire merci aux Spacers, qui ont envoyé pratiquement les 3 quarts de l'équipe de France. Et derrière, on a le loisir. Le loisir, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 7 centres de loisirs sur Toulouse. On accueille à l'année 3000 enfants uniques sur ces centres de loisirs. Et notre action, à travers tout cet ensemble, est de porter le développement de l'enfant à partir de 12 mois jusqu'à 99 ans. Et on y voit une continuité dans les actions, sachant que l'hyperspécialisation, comme on peut le voir avec une personne qui viendra pratiquer l'exemple du rugby,
très tôt, c'est peut-être pas une personne qui va continuer dans le temps, c'est peut-être pas une personne qui va devenir sportif de très haut niveau parce qu'il va maîtriser qu'une seule et unique compétence psychomotrice ou psychomoteur. Et c'est vraiment derrière cette action qu'on a entrepris et c'est comme ça qu'on a structuré les choses. L'élément quand même à prendre en considération, c'est que nous, les sections au sein du TUC sont indépendantes administrativement et juridiquement. La seule chose qui nous lie, c'est notre appellation. Et là où on a un élément, c'est que derrière, l'action numéro 2 qui va être entreprise va être la structuration d'un programme sportif à l'échelle des sections où le développement de la littératie physique va être le continuum entre les sections, va être notre leitmotiv d'une discussion, un d'un point de vue développement de l'enfant, deux d'un point de vue économique et trois d'un point de vue, on va dire, politique auprès de la collectivité. Et ça nous a amené derrière à travailler avec le sociosport. Donc on peut passer à la diapo suivante. Le sociosport aujourd'hui, pourquoi alors au départ, ça a été une opportunité. Un, parce que y avait un besoin aujourd'hui de continuer à sensibiliser au sein de nos quartiers prioritaires que le sport peut être un outil pour une réussite. Et d'après tous les engagements qu'on peut avoir à la fois sur le comité de filière animation, mais aussi à la fois sur les volets de l'engagement sportif au sein du TUC, hein, en tant qu'acteur du mouvement olympique, c'est de pouvoir porter cet éducateur directement sur le terrain, en lui donnant des leviers. Je prends un exemple. Je vais entamer un peu ce que va dire Aude, mais quand aujourd'hui on va dans une mission locale et que l'on doit permettre à des jeunes qui sont en grosse difficulté de leur permettre de pouvoir se réinsérer par l'engagement en termes de la formation en allant à l'école tremplin, aujourd'hui le plus gros frein qu'ils vont avoir, c'est leur confiance en eux. Et le sport, sa base, c'est de redonner confiance. Voilà. C'est de pouvoir se développer. Et c'est ça aujourd'hui, de la compétence psychosociale et de la compétence sociale que va apporter cet encadrant et ces encadrants, c'est d'aller toucher le cœur du jeune ou du moins jeune pour aller engager une réflexion personnelle et collective. Voilà. Au niveau des financements, assez complexe. Alors, certes, il y a toute la partie subvention, toute la partie réflexion. Le volet financier, comme on le sait tous, il est important aujourd'hui de voir comment va se financer ce poste. C'est un financement aujourd'hui qui peut être de plusieurs types. Nous, on travaille avec les collèges et les lycées où on intervient directement dans leur activité sportive à travers les 2 heures d'APS ou les 30 minutes d'activité ou tous les dispositifs des déclinaisons de la grande cause nationale. Derrière, on a des agréments avec les DUCNAT pour pouvoir intégrer ces lieux d'éducation. Le deuxième volet, qui est pas des moindres, c'est aujourd'hui que cette personne elle a des compétences pour pouvoir amener au développement des compétences sportives de l'ensemble des acteurs du club. À la fois au niveau des éducateurs, parfois bénévoles sur certaines sections, d'autres salariés. Ça permet de créer des temps d'échange. Le troisième volet de financement, on travaille nous aujourd'hui avec la collectivité dans le cadre d'un dispositif emploi. Comment aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'activité sportive, on peut permettre à des gens de ne pas tomber dans la précarité et de ne pas tomber dans l'échec parce qu'on n'a pas réussi un entretien, parce qu'on n'a pas réussi à sortir correctement son CV, parce que voilà, le sport, ça peut amener ces choses-là et aujourd'hui, c'est des acteurs qui financent. Et tout ça, ça me donne un élément, c'est que sans le réseautage, sans la personne qui viendra mettre des petites graines à droite et à gauche, on n'y serait pas arrivé. Parce que nous, le sociosport, ça aurait pu être une personne qu'on aurait pu avoir depuis 2019. Mais ça,
En 2019, il n'aurait pas fait tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et le volet de ce réseautage, il est hyper important, il est très, 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 très long à prendre en considération. Il faut pas s'épuiser. Il faut pas s'épuiser dans l'énergie que va devoir mettre cette personne parce que on va souvent prendre des refus, on va avoir des réussites, mais on va souvent plus prendre de refus au départ que d'engagement. Et derrière, l'inclusion, on en a parlé. Et derrière, c'est le dernier élément avant de passer sur les cas terrains et les cas concrets. L'inclusion, nous, on va la voir sur plusieurs volets, à la fois sur le volet santé, à la fois sur le volet handicap, à la fois sur le volet de l'accessibilité tarifaire, à la fois sur l'offre de pratique. Et ça, c'est un des concepts indéniables de la littératie physique. J'étais tout à l'heure sur le site de Sport for Life au Canada. Sport pour la vie exactement.ca, qui est un gros pourvoyeur aujourd'hui de la littératie physique. Aujourd'hui, on peut prendre tout le monde. On peut prendre un primo-arrivant, on peut prendre un migrant, on peut prendre une personne en difficulté psychologique, on peut prendre une personne en difficulté physique, on peut prendre une personne normale. L'important, c'est que on développe 3 compétences, les habiletés motrices, locomotrices, et la dernière, je n'ai plus de tête, pour pouvoir aller vers l'outil de développement de l'activité physique et de l'éducation physique. Voilà. Je vais laisser la parole à Aude qui va vous donner sur la diapo suivante, les actions qu'on a déjà pu entreprendre et les réflexions qu'on a aujourd'hui au cœur d'une grosse structure qui parfois peut aussi paraître importante, mais qui se doit d'être en avance parce que si on est en retard, ben, c'est que derrière on a perdu un temps de conception. Donc, bonsoir à tous. Au beau visage, donc, comme l'a dit Benoît, je suis responsable du pôle sport et loisirs pour le TUC. Pour faire suite à l'introduction de Benoît, moi directement, j'agis sur le terrain en fait. Et j'ai des cas vraiment concrets de ce qu'on va appeler, nous, le sociosport. Le sociosport au TUC, comme l'a dit Benoît, c'est vraiment transverse. On le retrouve sur tous nos pôles. Et chaque pôle, en fait, est en relation l'un avec l'autre pour différentes actions. Si on prend sur nos accueils collectifs de mineurs, c'est-à-dire là où on va toucher en fait le départ de la littératie physique, la littératie physique, on l'a vu, c'est au début dès son plus jeune âge, dès les 12 mois. Nous, sur le terrain, au niveau des enfants, on va proposer différents types de stages sportifs qui vont aller de la découverte sportive à de l'initiation et au perfectionnement. Et l'inclusion via le sport, elle commence sur nos ACM par les enfants et par les animateurs. En fait, on lit les deux. Quand je prends un exemple de stage animateur et je rebondis sur ce que soulignait Benoît, l'importance du réseautage sur la diapo précédente, c'est que on va travailler. Alors, Cyril, je ne vais pas lui squeezer sa partie. Je vais citer d'autres partenaires, mais comme la mission locale, l'association Rebond ou l'EPID, où on va avoir des demandes pour remettre des jeunes qui sont en difficulté scolaire, de parcours, où ils ont besoin de se tester et savoir quelles orientations ils prennent. Et généralement, on pense animation, on a une appétence ou on n'a pas d'appétence pour le sport, et on est régulièrement sollicité pour justement accueillir ces stagiaires sur nos centres de loisirs. Donc là intervient notre éducateur socio-sportif, en fait, qui lui va être en charge, va être le tuteur de ce jeune. Alors ça fonctionne et ça fonctionne pas. C'est-à-dire que
On va pas vous vendre du rêve. On a des animateurs et des stagiaires avec qui ben, ça se passe super bien, avec qui il y a un déclic, d'aller sur un stage auprès d'enfants et de faire du sport, de leur apprendre à faire du sport, d'avoir des petits tips comme ça pour être sur le terrain. Ça fonctionne. On va les orienter sur un BAFA. Il y a des BAFA qui vont se finir de manière totalement positive et éveiller des vocations. Là, on a un exemple type avec une personne qui, du BAFA, via la mission locale, via son stage sur un centre de loisirs, la validation de son BAFA, a décidé ben, de s'orienter et d'être accompagné par la mission locale et par notre pôle formation sur un BPGEPS en APT, activité physique pour tous, sur le sport pour lequel elle avait une appétence qui est la boxe. Mais c'est voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. Et il y a des cas pour lesquels, eh ben, effectivement, le jeune, malgré les entretiens en amont, malgré des adaptations de parcours, au bout de 2, 3 jours, ça ne se passe pas bien. Soit il ne revient pas, soit il a une posture qui n'est pas adaptée et on peut pas le tirer plus haut sur le terrain en présence d'enfants. Et là, la réflexion qu'on est en train de porter avec Grégory, notre animateur sociosportif, c'est effectivement avec nos différents partenaires comme la mission locale, l'EPID, l'association Rebond, et du coup, Cyril, ça, on en parlera également après, mais d'avoir un profil d'animateur sociosportif et de voir avec nos partenaires les candidats potentiels et d'adapter les fiches des uns et des autres pour mieux justement les accueillir et les orienter par la suite. Voilà. Ça, c'est un des points, des exemples que l'on peut avoir. Ensuite, on met en place ben, tout ce qui va être parcours animateur-directeur. C'est-à-dire que l'inclusion, peu importe d'où le jeune vient, de comment il s'inscrit, sur nos parcours de formation et nos parcours de stage, on a un véritable suivi et un véritable accompagnement de la personne. C'est-à-dire qu'on va essentiellement travailler sur du BAFA, du BPGEPS, l'animation en règle générale, simplement sur les pans théorie et les pans pratiques. Le sport va être là, vu que le sport, c'est notre ADN. Donc, si quelqu'un vient au TUC, il a nécessairement l'ADN de la structure qui est présente. Et les accompagnements ben, peuvent se continuer, mais de la direction et après de l'orientation, du passage de l'animation volontaire à l'animation professionnelle via les diplômes que l'on propose avec des partenaires comme le CREPS par exemple. Et puis, l'inclusion via la littératie physique, ça va être aussi tout ce qui va être les APS, collège, lycée. Où là, effectivement, l'agrément éducation nationale nous donne une liste de collèges ou de lycées qui sont dits et classés prioritaires pour aller chercher les jeunes les plus éloignés d'une pratique sportive. Certes, ça va être sur du volontariat, simplement mettre en place un catalogue qui peut susciter l'intérêt avec des sports que l'on va rendre accessibles, tels que l'escrime par exemple, mais aussi des sports de nouvelle génération avec le tech ball, ce genre de choses. C'est quelque chose qui va nous permettre d'intervenir et permettre aux éducateurs sociosportifs d'intervenir au plus près des jeunes sur effectivement des plages d'horaires de cours pendant des horaires de lycée, mais en fonction de la découverte et de l'appétence et de l'intérêt qu'ils vont susciter, nous, on sait que par derrière, on va avoir nos structures et nos assos sportives sur lesquels on va pouvoir les orienter et avec lesquels on va pouvoir travailler. Ça, c'est également une force. Et puis, ça va être aussi de susciter l'intérêt et d'aller chercher au plus près les jeunes
via tout ce qui va être BAFA lycéen, c'est-à-dire aller auprès des chefs d'établissement et de proposer les formations BAFA directement au sein du lycée. Donc là, il y a une partie qui est travaillée avec les chefs d'établissement ou les conseillers d'éducation et où on va s'attarder sur des jeunes qui ont une appétence, qui ont cette possibilité et on va leur proposer le BAFA au sein du lycée pendant les vacances sur lequel on va nous poser l'ADN TUC, c'est-à-dire il y a le tronc commun de formation, mais au TUC, il y a la particularité du sport et il y a une approche sportive qui est proposée à ces jeunes-là. Ça, voilà. C'est quelques exemples que nous, on a sur le terrain, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. On n'est pas là pour non plus vendre du rêve. Simplement, quand on a une équipe qui est motivée, qui y croit, on se donne les moyens pour y parvenir et surtout, on prend le temps de l'autocritique et de la prise de recul et du travail en réseau parce que plusieurs cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Et le travail en réseau et les connaissances des uns et des autres, c'est essentiel pour parvenir justement à remettre et remobiliser le sport pour tous sur tous les terrains. Et ce qui est important à retenir dans tout ça, parce que des exemples, on en a cité là, mais on peut aller en d'autres. Hein. On a des actions aussi directement dans les prisons, où on viendra travailler à la maison d'arrêt, par exemple, à Seyss, ou des réflexions sur les sports que l'on pratique. Ne pensez pas que je vais leur proposer de l'escrime dans une prison, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ce que l'on se dit, c'est que le sport est un outil et c'est dans le même élément. Et ça, j'ai donné l'avantage à Charlotte, c'est que je vais pouvoir faire la transition avec l'école tremplin. C'est que le sport peut être un outil pour beaucoup de choses. L'élément le plus important, c'est que le sport, d'un point de vue social et sociétal, c'est l'outil qui peut permettre d'avoir un continuum démocratique et un continuum social hyper important. Et c'est dans le même état d'esprit qu'a été construit et conçu l'école tremplin il y a quelques années maintenant, j'allais dire moins un an, mais quelques années. Et du coup, je vais laisser la parole, Charlotte, si ça te va, à Cyril. Voilà. Merci Benoît. La transition est parfaite. En effet, vous l'avez compris, Benoît et l'école Tremplin du Sport ont des liens depuis de nombreuses années, puisque déjà acteur au niveau du TUC, il est également aujourd'hui, on va dire, coprésident de notre école, pour laquelle nous avons des liens assez forts et des partages réguliers. Donc merci aussi à la MPSS de nous avoir conviés à ce webinaire. On a été tous les deux conviés de manière simultanée, alors que la MPSS ne connaissait pas nos liens. Donc c'était un petit peu aussi le trait d'humour pour aujourd'hui. Bon, vous retrouvez là notre école. Qu'est-ce qui nous a amené, nous, à nous intéresser à la littératie physique, avant de nous en dire plus sur qui nous sommes? C'est qu'en fait, pour nous, la littératie physique se définit bien sûr par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir, la compréhension qu'une personne détient et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son propre engagement envers l'activité physique pour toute la vie. Alors, cette définition un petit peu peut-être longue et difficile à traduire, nous l'avons résumée et interprétée comme le fait de se remobiliser et de s'engager avant tout pour soi-même. C'est dans ce sens qu'en fait, nous l'utilisons dans chacune des étapes de notre formation. Je vous en dirai plus un petit peu tout à l'heure, mais d'abord, je vais vous en dire plus sur qui nous sommes et ce que nous proposons. Donc, l'école Tremplin du Sport, comme l'a dit Benoît, a été créée en 2021 avec une volonté très claire, hein, c'est de participer très activement à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi et non diplômées, par le biais de la formation dans les domaines du sport, de l'animation, du commerce et du management. Le principe est que l'ensemble de nos formations sont courtes, financées et diplômantes. Ce sont les critères qui nous animent pour mener à bien nos parcours. Vous verrez sur la diapo d'après qu'elles sont au nombre de 5 aujourd'hui, avec globalement 3 niveaux de qualification. Un niveau BEP qui est représenté par le statut d'employé commercial,
un niveau bac par le diplôme de conseiller de vente ou celui d'animateur loisirs et sportifs, et enfin un niveau bac plus 2 par le diplôme de manager d'unité marchande ou celui de responsable petite et moyenne structure. Globalement, l'idée pour nous est de pouvoir déceler l'ensemble de nos candidats et de les remobiliser jusqu'à leur insertion professionnelle via 9 étapes qui s'inspirent très largement donc, de la littératie et du sport au sens large. Donc la première étape pour nous va être celle de l'échauffement, c'est-à-dire d'évaluer la situation initiale des futurs apprenants, en faisant en fait déjà un diagnostic de leur situation, identifier les freins à l'emploi, leurs carences en compétences, leur décrochage scolaire éventuel, c'est très souvent le cas pour nous, et dès cette étape-là, de mettre les jeunes en condition mentale pour se remettre dans une dynamique positive. C'est ce à quoi sert l'échauffement. On prépare le corps et l'esprit à la future performance. Donc, dès l'évaluation de leurs besoins, on va commencer à distiller chez eux des messages positifs et essentiellement leur redonner confiance dans leur propre capacité à faire. Et c'est là où on retrouve les schémas de la littératie. Dans une étape 2, on va planifier avec eux. Comme un sportif va planifier sa préparation physique et sportive, nous, on va planifier leur parcours individualisé. C'est-à-dire qu'on va définir avec chaque futur apprenant un plan de formation adapté à ses besoins et à son rythme. C'est là où l'inclusion aussi prend tout son sens, c'est que selon les spécificités que peuvent avoir certains de nos candidats, on va être amené à aménager parfois le programme de formation, parfois les modalités de formation et parfois et surtout l'épreuve de certification. On en reviendra après. L'objectif, comme la planification sportive, là, elle est d'identifier des objectifs à court, à moyen et à long terme. Alors, pour parler formation, ça va être bien sûr l'acquisition des compétences, l'obtention d'un stage à l'entreprise, qui est pour nous un incontournable de nos parcours, et d'arriver à programmer, quelque sorte, l'apprenant dans sa propre réussite. Pour nous, ça passe aussi par la création d'un calendrier de formation, de planifier des sessions à l'avance, de donner visibilité, parce que quand on est, si on se positionne un petit peu comme un candidat, s'il n'a pas de visibilité, s'il ne sait pas où il va, ben, on ne lui donne aucun chemin à suivre, aucune traçabilité, et donc il peut rester dans son inconfort, sa non-visibilité et baisser les bras. Donc l'idée, c'est une vision claire du chemin à parcourir, structurer sa progression avec des jalons réguliers et pouvoir justement s'appuyer sur ces jalons comme des petites victoires, des points d'ancrage forts pour eux parce qu'il peut arriver de tomber comme un sportif et on va revenir justement sur toutes ces victoires et toutes ces étapes franchies comme des éléments de valorisation du parcours et de ne pas baisser les bras justement. La troisième étape, les entraînements. Donc là, on rentre dans le cœur du sujet, la formation au sens pur, développer les compétences et le savoir-être. L'idée, c'est de consolider d'abord les compétences que le candidat peut avoir, puisque dans notre diagnostic, on a forcément décelé des compétences, et on va acquérir des compétences visées par un diplôme. Je parle des diplômes que je connais, on a un référentiel et une structuration de la formation selon ce référentiel, mais on peut tout à fait déployer la même chose sur des parcours d'intégration de salariés ou même de formation autres que celles que l'on présente ici. Pour nous, les soft skills qui nous ont paru le plus important à travailler, ça va être bien évidemment l'engagement, on retrouve là le principe de la littératie, la rigueur, mais aussi la gestion du stress, le travail en équipe et la résilience, qui sont pour toutes ces soft skills-là, en fait, des valeurs que va véhiculer aussi le sport et puis sur lesquelles on va s'appuyer tout au long du parcours. L'idée là, c'est comme tout sportif qui pourrait reprendre un petit peu un parcours après l'avoir arrêté, de commencer par les fondamentaux, les bases, pour ensuite pouvoir viser du spécifique. L'idée de consolider un socle de compétences déjà acquises aussi chez l'apprenant et de lui montrer qu'il ne part pas de zéro, bien souvent contrairement à ce qu'il peut lui-même penser de lui, et lui faire toucher du doigt, donc il avait déjà un socle sur lequel s'appuyer, des bases solides et saines, et donc lui faire gagner en confiance en lui-même et en ses propres capacités. On va ensuite développer un petit peu spécifique, dans ce que nous on va appeler le coaching personnalisé, c'est un accompagnement individualisé. Là, on va mettre en place un suivi individuel pour chaque apprenant, adapté à ses besoins, à ses difficultés, avec des temps de remédiation identifiés. À la manière d'un sportif, il va peut-être avoir des entraînements individuels et des entraînements spécifiques, même dans les sports collectifs, selon son poste, selon ses difficultés, selon ses spécificités. Chez nous, concrètement, ça se manifeste par le tutorat. On va créer un binôme entre un élève et un professionnel
qui ne sera pas forcément issu du métier visé, hein. L'idée n'est pas de faire du mentorat, mais bien du tutorat, et de lui donner plutôt un partage d'expérience, soutenir sa motivation, renforcer sa posture d'apprenant, et là encore, renforcer aussi sa confiance, et comme le ferait peut-être un entraîneur, mais permettre aux sportifs de s'investir pleinement dans ses apprentissages sans forcément être soi-même en mesure de s'approprier ses propres apprentissages-là. L'élève est responsable de son apprentissage, mais il est soutenu par un tuteur. Pour toujours reprendre ce parallèle avec le monde sportif, on va parfois organiser des matchs amicaux. Donc pour nous, ce sont des premières mises en situation professionnelles. Ça va passer par des cas pratiques, des simulations, dans un cadre très précis, puisque nous avons un stage en entreprise de 8 semaines. Donc, pour l'élève, c'est vraiment se confronter au réel, à des situations vécues, enfin, qu'il va vivre plutôt, et qui vont lui permettre de s'approprier, de s'acclimater, de se familiariser avec un environnement qui jusqu'à était inconnu. On a beau s'entraîner pendant des heures en tant que sportif, rien ne remplace la compétition et le match quand il s'agit de sport collectif. Il est justement la question de les mettre en situation encadrée, avec un tutorat là encore, avec des objectifs précis, avec un temps délimité de 8 semaines, à la manière d'un match qui se déroulerait avec des règles, des coéquipiers, un entraîneur et une durée limitée. Il est important, il est important pour nous dans cette étape de prendre en compte tous les retours et ajuster les compétences et les comportements. C'est-à-dire que le stage n'a pas vocation à être une fin en soi, c'est plutôt formatif, c'est-à-dire qu'on va en tirer des leçons de l'expérience, bien sûr, et permettre aussi de réajuster au fil de ces 8 semaines tout ce qui n'est pas en phase avec les attentes, à la fois les attentes en termes de compétences, donc là, du diplôme et de l'emploi, mais aussi en termes de comportement. Parce que l'idée est de rester dans un cadre bienveillant, mais aussi de se dire les choses comme on le ferait dans un débriefing de match et de pouvoir dire ce qui a été à la hauteur des attentes, mais si aussi ce qui a renforcé. Et puis, une fois le match amical réalisé et ses feedbacks mis en œuvre, on va pouvoir passer pour nous à l'examen de certification des compétences. Donc, un diplôme officiel est reconnu par l'État nous concernant, un petit peu à ce qui se fait dans le sport quand on dit de passer le cut, c'est-à-dire que on va avoir des exigences, des attentes, un niveau à atteindre, un jury qui va évaluer l'ensemble des compétences attendues au travers d'un exercice connu à l'avance et sur lequel ils se seront entraînés. Mais l'idée, c'est vraiment d'évaluer, comme on le ferait avec un sportif, la capacité d'un apprenant à appliquer les compétences en situation réelle. Et là encore, on s'appuie sur la littératie, sur le milieu sportif pour le parallèle, la gestion du stress, la gestion de l'événement, être prêt le jour J, mobiliser l'ensemble de ses compétences, de ses capacités à l'instant demandé pour être au niveau atteint et se préparer donc in fine, puisqu'on pourrait imaginer que cet examen en soi est une fin. Là encore, ça n'est pas le but final. Pour nous, cela n'est qu'une étape à franchir pour arriver à l'emploi, qui est vraiment l'objectif visé par la formation. Ce qui va nous amener, entre justement cet entretien de certification et l'emploi, à avoir de nouveau des entraînements spécifiques pour construire sa posture, construire aussi l'ensemble des outils nécessaires à la future candidature. On va parler là de techniques de recherche d'emploi, de mise en situation d'entretien, bien sûr de rédaction de CV, de lettre de motivation, et de développer toutes les stratégies nécessaires aux futures candidatures. Identifier les offres, les suivre, avoir un discours positif. L'idée là est de rendre les personnes confiants, à l'aise dans la démarche, et de leur donner en fait toutes les clés pour leur future réussite. Comme un sportif qui va se concentrer sur des exercices spécifiques à sa discipline pour être là encore au niveau attendu lors du jour J. On en vient au jour J, la compétition, c'est décrocher un emploi. Alors, ça peut être un jour, mais ça peut aussi être pour certains des jours, puisque ils pourront pour certains multiplier les entretiens, que ce soit avec une ou plusieurs entreprises. Mais pour nous, l'idée, c'est d'assurer un suivi jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, pour nous, il va aller au-delà de l'emploi. C'est-à-dire que dans les premiers temps de l'emploi, on va bien sûr assurer une transition, on va l'accompagner, mais on va le suivre et peut-être lui donner quelques conseils dans sa période d'intégration, soutenir sa motivation, là encore, puisqu'il peut être en période de doute et perdre confiance. Et ben, la manière de la littératie, on va lui faire prendre conscience qu'il a les compétences, qu'il est en capacité à se remobiliser pour lui-même. L'objectif là, c'est que tous les efforts soient réalisés pour atteindre l'objectif, mais aussi pour durer. Puisque trouver un emploi, c'est une chose, mais il faut trouver un emploi qui soit pérenne. Pour nous, un emploi pérenne, j'apprendrai peut-être pas grand-chose à grand monde, mais c'est à minima un CDD de 6 mois ou un CDI.
Et enfin, il est important pour nous de faire un bilan de la compétition et se donner des perspectives. Donc là, c'est plutôt en interne, l'apprenant ne sera pas forcément présent là-dessus, mais on va les solliciter pour des retours, à la fois sur son vécu en formation, sur l'accompagnement dont il a bénéficié, et on va nous-mêmes faire notre propre analyse, là, à la manière d'un entraîneur qui demanderait à quelqu'un qui l'a accompagné ou à une équipe de lui faire son feedback, mais on va nous-mêmes se poser et évaluer nos propres réussites, nos propres axes d'amélioration. Aujourd'hui, l'école tremplin du sport, par ses méthodes, a des résultats assez probants, hein. On a accueilli 99 élèves sur nos 3 dernières années. On a 97 personnes qui sont aujourd'hui dans un emploi pérenne et 98 qui ont obtenu leur diplôme. Ce qui pour nous est une assez grande fierté, mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'asseoir, je dirais, sur ces résultats. Il faut rester en mouvement perpétuel. Euh, Comme la littératie est un engagement tout au long de la vie, mais pour nous, c'en est de même. Il faut toujours se remettre en question et renouveler, améliorer nos programmes pour les futures cohortes, pour rester en phase aussi avec les attentes des professionnels, parce que une compétition sportive, le niveau change, les adversaires changent, les attendus changent. On peut avoir des fois des évolutions. Les règlements vont aussi changer. On connaît certains sports où chaque année, voire tous les 3 mois, on a des règlements qui changent. Donc, il faut nous-mêmes être toujours en phase avec l'ensemble du contexte socio-professionnel vers lequel on s'adresse pour pouvoir maintenir ce niveau d'accompagnement et de formation. L'idée pour nous vraiment de la littératie, c'est d'avoir un petit peu ce mantra, c'est que chaque étape est une victoire. Les 9 étapes que je vous ai citées, et il y en aurait peut-être encore d'autres, doivent permettre à nos apprenants d'avoir un point d'ancrage fort et de se remobiliser et de prendre conscience qu'ils ont franchi déjà une étape. C'est ainsi qu'on va développer un petit peu leur capacité à être résilient. Et une des phrases qu'on va leur répéter peut-être à plusieurs reprises, alors sous différentes personnes, on a Nelson Mandela qui en a aussi cité quelques-unes de ce style-là, mais c'est Serena Williams qui dit qu'elle a appris que les champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent se relever après chaque chute. Et donc, comme tout sportif, il y aura forcément dans leur passé, évidemment, dans leur formation, mais aussi dans leur avenir, des chutes. Et inévitablement, ils devront y faire face. Donc, on veut développer par la littératie, par la résilience, leur capacité à les accepter et à les surmonter. J'en ai terminé avec la présentation que j'avais prévue. Je reste aussi disponible, comme l'a été Benoît et Aude, aux questions si nécessaire. Top. Du coup, bah, merci beaucoup, donc Benoît, Aude et Cyril, pour ces 2 présentations. On va passer à la phase de questions. Donc, on vous invite, si vous avez des questions sur l'application, que ce soit au niveau national, parce que je vois des fédés ici présentes, et notamment la Neustaps et la fédé de tennis de table, sur l'application dans vos fédés, voir par exemple ce que des structures au local attendent des fédés, donc peut-être faire remonter ce genre d'informations qui pourraient vous aider, ou même vous, club, au niveau de vos territoires, si vous souhaitez mettre en place ce genre de projet. Quelles sont les questions que vous avez auprès de ces 2 structures-là pour vous faciliter le travail et vous inspirer de ce qu'ils font? Je vous laisse la parole, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. N'hésitez pas. Si je peux me permettre, Monsieur Durand, moi, ce qui m'intéresse là dans la dernière intervention, je trouve ça très intéressant en termes de construction de logique. Mais concrètement, derrière, quelle est la place de l'activité physique et sportive dans la programmation pour ces jeunes qui sont en remobilisation, en motivation et en formation? Alors, si je comprends bien, la question m'est plutôt destinée. La place du sport est variable selon les parcours de formation qu'ils vont suivre. Vous vous doutez bien qu'un conseiller de vente va peut-être voir moins de séances de sport qu'un animateur loisirs et sportif. Là, je parle du référentiel pur. Pour autant, on va réaliser sur chaque parcours de formation à la fois des ateliers qui vont mélanger le sport et les soft skills notamment, là encore, pour prendre confiance en eux, pour s'appuyer sur un socle de capacités physiques qu'ils peuvent avoir. Mais aussi, le socle, le sport va avoir un impact au sens social et sociétal, puisqu'on va avoir la chance, par notre réseau de partenaires, d'assister à des rencontres sportives, à des rencontres de matchs professionnels, mais aussi à des rencontres avec des sportifs qui vont pouvoir être des témoins de leurs propres échecs, de leur propre combativité, de leur propre résilience. Et donc, pour nous, le sport n'est pas juste une pratique, c'est aussi un état d'esprit. Donc, par le fait de ces rencontres avec des sportifs professionnels, on va pouvoir
faire prendre conscience à l'ensemble de nos élèves que même si on regarde, je prends cet exemple parce qu'il est assez frappant, mais un joueur qui est intervenu pour nous, qui est Sofiane Guitoun, multi-champion d'Europe de rugby, multi-champion de France, il a connu des blessures, des échecs, des erreurs de parcours lui-même, et le fait qu'il vienne en parler librement à nos élèves leur font toucher du doigt que on peut les voir dans des émissions télévisées ou soulever une coupe place du Capitole et c'est magnifique, mais on ne voit pas tout le parcours et tous les épreuves qu'ils ont dû surmonter. Donc ça leur permet aussi de prendre conscience que personne n'a un parcours linéaire, personne n'arrive à l'objectif qui s'était fixé sans échec et sans devoir redoubler d'efforts. Et donc ça soutient leur motivation, mais ça leur permet aussi de faire prendre conscience que leur situation n'est pas vouée à l'échec et que leur décrochage scolaire pour certains ou les difficultés qu'ils ont pu rencontrer ne sont pas des fatalités. Est-ce que j'ai répondu à la question, ou en tout cas, est-ce que ça a pu vous éclairer un petit peu plus? Oui, oui, en partie. C'était plus aussi. Alors, j'ai bien vu là que vous utilisez la terminologie du sport et puis les expériences d'autres sportifs. Après, souvent dans ces formations de remobilisation, que ça soit effectivement à travers des projets qui peuvent être portés avec la mission locale, avec les bénéficiaires du RSA, etc. Même si vous, c'est encore plus structuré. C'est la question, et en particulier de la littératie physique et du multisport derrière la littératie physique, c'est la remobilisation et l'estime de soi. Mm. Et donc, au-delà de la sémantique, sur l'aspect psychologique peut-être que ça apporte aux gens, c'est de dire concrètement l'activité physique dans la planification souvent de ces formations. Voilà, quelle est la place réellement de l'activité physique et sportive dans leur agenda. Et c'est vrai on n'est pas, c'est pas forcément la cinquième roue du carrosse, mais on se rend compte que souvent il n'y a pas forcément, comme on l'espérait au niveau scolaire, d'avoir 2 heures d'APS par Mm. semaine. Il n'y a pas forcément, voilà, dans cette construction-là, une présence de l'activité physique, pas au quotidien, mais au moins dans la semaine pour ces jeunes-là. Non, je vous rejoins en ce sens. Alors, notre modèle pédagogique est basé sur une formation qui est très courte et très dense. Et donc, on traite, pour être transparent, en 4 mois, ce qu'un référentiel traité par d'autres établissements se font en 8 ou 9. Donc, forcément, il y a des choix pédagogiques à faire. Et en effet, on a fait le choix de ne pas proposer une activité physique aussi régulière que ce que vous évoquez, même si elle serait bénéfique en beaucoup de points. Mais à contrario, le public que l'on accueille peut parfois avoir sans forcément être en situation de handicap, mais avoir des spécificités physiques, des difficultés physiques qui pourraient au contraire renforcer leur sentiment d'échec si l'activité était aussi récurrente que ça. Donc on va la planifier avec justesse, je dirais. Elle est régulière, il y aura au moins 3 à 4 séances sur leur parcours, mais elle est voilà, faite avec des touches régulières, mais volontairement homéopathiques, parce qu'elle doit vraiment avoir un effet positif que vous évoquez, c'est-à-dire celui de faire toucher du doigt qu'elle peut être en réussite sur des domaines, lui redonner confiance, lui faire prendre conscience de ses capacités, mais elle ne doit pas avoir une récurrence trop importante qui la mettrait en difficulté. Et je viens compléter les propos de Cyril pour bien connaître. On marque l'activité physique par des temps forts. On se retrouve en amont d'un temps réseau avec les partenaires pour le préparer. La matinée, il peut être fait un temps d'activité physique où justement la personne vient dégager l'énergie en trop qu'elle a. C'est vraiment des temps sur l'activité physique qui est marquant dans l'histoire des 4 mois de formation. Hein. Exactement. Faute de bonheur, vous voulez intervenir du coup? Ouais, une question. Donc, vous disiez que vous preniez les jeunes sur 4 mois. Vous accueillez combien de jeunes pendant ces 4 mois? Nos promos sont volontairement réduites. On est entre 10 et 12 apprenants. D'accord. Avec des personnes ayant quand même des profils très compliqués. C'est-à-dire que moi-même, président avec la coprésidente, il m'est arrivé de devoir appeler un avocat pour pouvoir aider la personne à gérer toutes ces problématiques judiciaires. Il m'est arrivé d'avoir la police juste à la porte
de la classe parce que cette personne avait décidé de faire du trafic de faux papiers et elle était dans notre école. Voilà, en fait, on peut avoir ce type de profil et il nous en arrive d'en avoir parfois des profils où on a un jeune avec une énorme perte de confiance en lui, qui est dyslexique, qui n'arrive pas à aligner deux mots, sur lequel en fait il faut passer un temps abyssal en termes d'accompagnement pour qu'il puisse aller à une réussite. Et si aujourd'hui on monte ne serait-ce qu'à 14, ben en fait, c'est pas un formateur qu'il faut, c'est deux formateurs, plus le directeur, plus déjà nous, la présidente et moi-même, y passons un temps parfois abyssal pour qu'on puisse justement leur amener cette réussite. Hein. Les besoins pédagogiques de nos apprenants, pour le résumer ainsi, font qu'on ne peut pas augmenter, ou alors on ferait, comme le dit Benoît, un choix de passer à deux formateurs ou d'augmenter la durée de la formation, ce qui au final ne serait pas bénéfique pour eux. Donc on a fait le choix de rester sur des groupes très réduits. Merci. Est-ce que donc du coup, vous avez d'autres questions peut-être touchant plus sur l'accompagnement des publics spécifiques, les uns et les autres, sur les financements, le maillage territorial? Est-ce que vous avez des questions concernant ces sujets-là qui pourraient creuser encore plus loin de ce que nous ont dit nos intervenants et intervenantes? Moi, je suis un plus de questions, donc non, non, c'est un projet très intéressant et effectivement, je suis assez d'accord. Il faut que ça soit un nombre réduit de personnes, il y a quand même beaucoup de. Ils arrivent avec un parcours, un parcours lourd déjà, donc c'est assez compliqué. Vous avez quels organismes derrière qui vous accompagnent pour entre guillemets, le repérage des candidats? Alors, là encore, je comprends que la question est plutôt pour l'école tremplin du sport. On va s'appuyer sur notre maillage territorial, mais vraiment très localisé, puisque la formation est en présentiel dans la zone ouest de Toulouse, donc on reste très sectorisé. On va s'appuyer bien sûr sur les incontournables que sont la mission locale, que sont France Travail, mais aussi sur des associations peut-être un peu moins identifiées formation. Ça peut être des clubs sportifs qui nous ont envoyé des élèves qu'ils avaient eux-mêmes en tant que joueurs. On a aussi bien sûr des associations liées à l'accueil des personnes migrantes. Je pense à France Horizon. Donc on a vraiment tout un réseau qui a été créé d'une vingtaine d'associations qui peuvent nous orienter du public. Pour à titre d'information, c'est 2 mois de travail pour ces 12 élèves. Ouais, c'est ça. Et c'est 50 personnes de vue pour 17 réponses positives, 12 personnes au début de la formation. Exactement. Hein. Si je peux me permettre la question du sourcing en dehors des candidats, parce qu'elle peut se faire aussi sur le TUC. Donc, est-ce que, là, je m'adresse à vous, le TUC, parce qu'on sait que la question du sourcing, même sur la remobilisation sportive, sur l'activité sportive tout court, peut être, comme la fidélisation, des sujets assez compliqués. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce qu'il en est par rapport à ça? Alors, au niveau du sourcing, nous, quand on a repris, parce que ça fait pas si longtemps que ça, comme l'a dit Benoît, il y avait déjà des personnes, des réseaux qui étaient habitués à fonctionner avec le TUC pour envoyer des jeunes justement en stage découverte ou confirmation. Donc ça, l'objectif a été de maintenir ce réseau qui était déjà existant, de le rencontrer et de peut-être remoduler une façon de faire et d'accueillir. Comme on l'a vu, le sport, tout le monde n'y va pas. Et là, par rapport à ce que tu viens de dire, la Charlotte, il y a un exemple, moi, qui me vient précisément en tête. Il y a un foyer qui a l'habitude de contacter le TUC, mais depuis très longtemps, quand ils offrent le BAFA à leurs jeunes. Et ils attendaient du TUC les stages, parce que le BAFA se fait en plusieurs étapes, dont un stage pratique. Et sur ce stage pratique, on a maintenu le lien
Et quand j'ai rencontré une des jeunes, je me suis dit, mais oh là là, elle vient déjà d'un foyer, donc c'est déjà une personne qui a des difficultés. Et là, on lui propose de venir au TUC, on va la mettre en difficulté parce que nous, ce qu'on demande aux animateurs, c'est effectivement de réaliser des activités sportives en se basant sur tout ce qui va être pour le stage multisport, donc le programme mis en place par nos équipes d'animation, le programme qui s'axe et qui prend appui sur la littératie physique. Et c'était de se dire, là, on met une personne un petit peu plus en difficulté parce que c'est une personne qui était très éloignée du sport. Donc l'avantage, Benoît l'a souligné, on a 7 centres de loisirs à disposition. Ça a été de la mettre sur le centre de loisirs le plus adapté, c'est-à-dire un centre où le partenaire chez qui nous travaillons, nous ouvrons cet accueil collectif de mineurs, a une demande sportive, c'est pour cela qu'il fait appel au TUC, mais pas que. Et pendant une année scolaire, en fait, cette jeune, elle est venue et on lui a redonné confiance et on lui a remis le pied à l'étrier sur le sport pour nous lâcher, mais quelque part on est super contente, enfin super content de plus l'avoir en tant qu'animateur, mais parce que par rapport à la découverte et au fait qu'on la suive, qu'on fasse le fameux parcours d'accompagnement de l'animateur ou d'accompagnement du directeur, elle s'est orientée sur tout simplement des études d'éducateur pour jeunes enfants en proposant de la dynamique et une activité, un projet d'animation sportive. Et je peux vous assurer que quand je l'ai vue sur le premier entretien, même elle était pas sûre de pouvoir tenir. Après, Cyril l'a dit, c'est tout un tas et c'est tout un cheminement qu'on fait dans l'accompagnement. Oui, on a, alors nous, plus de personnes que sur l'école de la seconde chance et l'école du tremplin, mais ça n'empêche pas de faire de l'individuel au sein du collectif. Et qu'on le veuille ou non, le sport, un sport co, il s'appuie aussi sur des individualités. Donc c'est systématiquement de relier les parcours d'inclusion aux valeurs qu'apporte le sport en fait. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec France Travail sur un dispositif qui est un point info BAFA pour permettre d'informer le jeune en direct. Ensuite, on a un temps de formation et d'information des conseillers de France Travail. On travaille avec la mission locale et la collectivité et le service de la direction enfance-jeunesse de la ville de Toulouse, de façon à avoir des jeunes qui sont éloignés de l'emploi pour leur permettre de financer de la formation avec un accompagnement individualisé. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à leur inscription, les accompagner sur l'inscription sur le site BAFA-BAFD pour qu'ils aient leur numéro. Parce que c'est aussi des jeunes qui sont parfois éloignés du numérique et sur lequel on fait de l'action de sensibilisation. Ce public-là, nous, ce qu'on a vraiment maillé, c'est un réseau de partenaires qui puisse être à la fois pourvoyeur de jeunes, mais aussi qui soit un acteur quand on a besoin de pouvoir aussi monter en compétences, parce que parfois, c'est des publics qui peuvent être éloignés. Un jeune de l'école de la seconde chance, c'est peut-être une personne qui est en grosse difficulté dans sa vie perso, et ça, nous, on ne le sait pas. Voilà. Et quand on a les acteurs qui aujourd'hui financent ce type de choses-là, qui sont demandeurs, c'est beaucoup plus facile. Le dernier sujet qui est aussi important, c'est qu'on a signé avec le ministère de la Santé la charte du Plan national nutrition santé, le PNNS, et dedans, il y a des critères qui sont hyper importants, qui sont l'aspect nutrition du jeune, donc de notre employé. Et on n'a pas le droit aujourd'hui, du moment où ils sont employés chez nous, qu'ils nous disent le soir qu'ils n'ont pas assez à manger. C'est-à-dire que nous, on leur fournit à manger. On leur donne, on voit avec notre partenaire,
pour laisser les restes du goûter, laisser les restes du repas du midi quand ils n'ont pas cette nécessité, quand ils n'ont pas cette capacité à pouvoir manger. Hein. Ou on travaille parfois sur des groupes de jeunes et quand ils sont une équipe sur un centre de loisirs comme à Daniel Fauché à 15 personnes, c'est que ben, on sensibilise aussi un collectif et que le collectif accompagne ce jeune qui est dans la difficulté. Hein. Il me semble qu'il y a une question de faute de bonheur. Dans le chat. Alors, une question dans le chat. Avec vous, une journée type de groupe, sans rentrer trop dans le détail, bien sûr. Journée Alors, type de groupe par rapport aux enfants, c'est ça? Ouais, par rapport au groupe que vous suivez, moi, un exemple de journée type, je pense il y a des ateliers en commun. Peut-être, j'ai vu dans le parcours qu'il y avait des ateliers individualisés aussi, mais une journée type en général. sur l'école tremplin, du coup, ou sur le TUC? Bah, sur une journée qui fait partie des 4 mois que vous proposez. C'est pour Ok. toi. Ouais. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail d'une journée, pour nous, on a une division de la journée en 4 temps. La matinée, déjà, est elle consacrée à une partie petit peu plus théorique liée au référentiel pur. Là, c'est une journée lambda, hein. Après, on a des spécificités. Mais là encore, la théorie se redivise elle-même en 2 parties. Une partie purement descendante, parce qu'il en faut, et une partie plutôt collaborative, où les apprenants vont manipuler les notions qu'ils auront vues précédemment et les mettre en pratique, soit au travers de présentation de projet, soit au travers de jeux qu'ils auront pu établir. Et les après-midi, on va être vraiment sur la mise en pratique. Donc là, on va être sketch de vente si ils ont vu de la vente, mise en situation professionnelle si on est sur du management, euh, réalisation de facing si on parle encore de la grande distribution, etc. Là encore, la mobilité physique, la mobilisation de leur physique l'après-midi est pour nous un élément essentiel parce que, bon, je passe la chronopédagogie, etc., mais l'idée est vraiment de les mobiliser à la fois mentalement et aussi physiquement dans une journée pour justement qu'ils puissent être acteurs de leur formation et que ça ne reste pas que de la sémantique, ça se retranscrive par des faits au quotidien. Merci. Alors, il nous reste 4 minutes avant qu'on clôture ce webinaire. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions? Une dernière question, vous les avez, euh, ils sont en internat, ils sont en externat, comment ça se passe? Là encore, la question m'est destinée. Oui. Bah, Ouais. ouais, c'est lui qui peut Alors, répondre. pour ce qui est de l'école, non, on n'a pas d'internat. C'est pour ça que je spécifiais qu'on est resté très localisé en termes de territoire. On a un transport en commun à côté, donc ça facilite les transports, mais on n'a pas forcément vocation à accueillir. C'est peut-être pas le cas du TUC, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on reste sur d'externe. Nous, au TUC, on a aujourd'hui de l'internat dans le cadre de certaines activités de type séjour. Sachant que nous, quand ils partent en séjour, ils sont un directeur, un animateur pour 12 enfants, grand maximum 12-16 enfants, et ils partent dans le monde entier. Donc des fois, c'est très compliqué. Et après, sur les centres de loisirs, là, ils sont pas hébergés, parce qu'aujourd'hui, l'hébergement sur Toulouse est extrêmement cher. Donc, c'est parfois très compliqué pour ces jeunes dans le cadre de leur situation personnelle. Merci. Ben, merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, on laisse la place à une dernière question avant de clôturer, s'il y en a une. Je vais peut-être juste une petite question. Avez-vous des candidats qui ont derrière été en demande sur des formations sport, que ce soit sur des CQP ou des titres à finalité professionnelle, enfin des formations peut-être un peu plus courtes?
voilà, ou qui voilà, ont souhaité partir sur des engagements peut-être associatifs, sportifs, et qui auraient exprimé le besoin de se former dans un premier temps, peut-être sur des brevets fédéraux ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez voilà, identifié ce genre de demande? Alors, au sein du TUC, par rapport aux équipes qui encadrent les enfants, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de STAPS, donc qui sont là justement pour mettre à profit leur connaissance et leur apprentissage. Et ça, c'est vrai que ces animateurs, en fait, on s'appuie énormément sur eux et ça permet de faire l'accueil de l'animation volontaire ou de l'animation découverte, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, en fonction de là où on place la formation BAFA, comme je le disais, on a mis en place un partenariat avec la mission locale où on a fait le BAFA avec la mission locale et sur les 15, enfin ils étaient 18 au départ, on l'a fait avec la mission locale et la mairie de Toulouse, hein, c'était un partenariat, un tripartenariat. Nous, on a pris une partie en stage sur nos centres, la mairie en a pris une autre partie. Simplement, dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des animateurs, on va jusqu'au bout. Et là, l'exemple que je citais tout à l'heure de l'animation volontaire qui passe à l'animation professionnelle vient dans le cadre d'un de ces BAFA missions locales, c'est-à-dire que la personne qui était effectivement déscolarisée dans une situation qui n'était pas aussi lourde que les jeunes que Cyril peut accueillir, mais qui n'était pas forcément voilà, dans une situation encadrée, cadrée et accompagnée. Une de ces jeunes, là, à l'heure actuelle, est en train de se sortir pour passer sur l'animation volontaire. Et donc là, c'est l'aider à aller sur les entretiens pour être sélectionné sur du BPGEPS, l'aider sur le financement qui est possible d'obtenir par rapport à ça. Et ça va être aussi l'aider durant le BPGEPS si elle en a besoin sur la relecture de ses dossiers pour vraiment ne pas la lâcher. Et ça, quelque part, au TUC, on a des bénévoles au sein de l'association qui nous permettent d'avoir la vie associative telle qu'on l'a. Mais nous, en tant que salariés, on se met au service d'eux d'une manière bénévole. Enfin, on montre l'exemple, j'ai envie de dire. Bien sûr. Voilà. En fait, on a vraiment les deux gaps. On a les deux caps, pardon. On a le cap de la personne qui est en difficulté, comme on peut avoir avec les missions locales, et la personne qui, on va dire entre guillemets, est normale, elles sont accompagnées de la même façon. Je vais dire la même chose. Elles ont 2 entretiens pendant la formation. Elles ont 4 entretiens obligatoires pendant leur temps de stage pratique, plus 2 entretiens pendant l'approfondissement. Donc là, le passage du projet professionnel qu'on a considéré, nous, comme obligatoire dans les questions est vu 8 fois pratiquement dans la formation. Donc, c'est hyper facile derrière de proposer un BP, de proposer un engagement bénévole, et tout ça, ça se fait de manière assez instinctive. Et on l'aborde, je vais parler de l'école Tremplin aussi pour bien connaître, on l'aborde aussi notamment dans les relations tuteurs et des jeunes. Les tuteurs que l'on a à l'école Tremplin, c'est des gens qui sont bénévoles. C'est des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps. Et c'est ce temps-là qui est aussi très fortement apprécié et que viennent chercher les jeunes. Et que quand on voit et qu'on leur demande, par exemple, de venir pour le gala, pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir financer l'école, ben, c'est les premiers jeunes qui sont là à 6 heures du matin pour pouvoir mettre en place avec le costume, presque ils vont aller chercher les donateurs, ils vont être hyper dynamiques. Donc, l'approche de la transformation de la formation vers d'autres formations, elle est toujours abordée et même dans l'engagement bénévole. Hein. Parce que comme on dit, moi je suis bénévole à l'école Tremplin, je suis salarié au TUC, mais je suis bénévole à l'école Tremplin.
la présidente, qui est aussi la coprésidente avec moi, qui est aussi la directrice générale du marché gare de Toulouse, donc du Rungis toulousain. Elle est aussi bénévole. L'ensemble des membres du conseil d'administration sont tous des chefs d'entreprise et sont bénévoles à 100%. C'est-à-dire que quand on doit créer un comité d'éthique, un comité d'accompagnement, quand on doit aller appeler notre avocat, l'avocat, il travaille bénévolement. Et c'est vraiment, quand on a monté cette école et quand on a eu ces réflexions avec tous ces acteurs, c'est de se dire que la formation ou les temps qu'on viendra construire sont pour le jeune, mais sont aussi que derrière, on doit le former à re-rendre ce que nous, on lui a donné. Hein. Merci. Trop bien. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, oui. Du coup, on va tous vous lâcher, tous et toutes, laisser à votre vie personnelle. Et on vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes. On remercie aux personnes qui ont pris part donc du coup à ce webinaire. Et Alexis qui s'est présenté en début de webinaire va vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour voir aussi, vous, ce qui vous intéresserait par la suite pour préparer notre année 2025, qu'elle soit adaptée à nos futurs membres, donc du coup de la NPSS, aux futurs adhérents et adhérentes pour l'année à venir. Si vous souhaitez dire une dernière chose, n'hésitez pas, mais en tout cas, pour moi, c'est bon et merci encore.